De nous suivre à travers ce magazine kiosque de ce lundi 22 avril 2024. Madame, Monsieur, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons cette émission, indépendamment de notre bonne volonté. Vous savez, la technique a ses caprices. Alors ce matin, vous aurez des analyses pertinentes et commentaires avec deux invités, comme chaque lundi, Pascal Oongé et face à Eric Bissello. Avec eux, nous allons analyser des sujets d'actualité que nous avons retenus ce matin. D'abord, à l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, Lévi Mbuta de AAC a été élu président de cet organe délibérant. Il a obtenu 23 voix sur 43. Nous allons en parler avec nos invités. À l'Assemblée nationale, toujours dans l'attente du bureau définitif, qui sera le président de cette chambre basse du Parlement. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, entre-temps, la formation du gouvernement, nous apprenons que par rapport aux recommandations ou à la composition de ce gouvernement, les chefs des partis et regroupements politiques qui, selon la première ministre, doivent faire partie de ce gouvernement, ont proposé, selon la presse que nous avons lue ce matin, leurs cousins, leurs fils à leur place. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et puis, nous allons revenir sur les propos du cardinal Ambongo qui accuse le gouvernement d'armer non seulement le Ouazalendo, mais aussi de soutenir les FDLR. Encore une fois, merci de nous suivre et de nous rester fidèles. Eric Bissello, bonjour, bienvenue, bon début de semaine. Bonjour, oui, merci pour l'invitation. Permettez que je salue chaleureusement mon compatriote et co-débatteur Pascal. Je salue chaleureusement les téléspectateurs également de CCTV. Et je suis bien content de savoir que de plus en plus, avec le temps qui passe, les Congolais prennent conscience qu'ils sont dans une condition anormale de vie et qu'ils sont quelque part les victimes expiatoires de la méchanceté des médiocres, d'une classe infime et surtout des gens qui pillent la République à leurs dépens. Et cette conscience se manifeste à travers les échanges. Et il arrivera un moment où cette révolte, qui est pourtant pour l'instant de simples murmures, se réveillera et chassera des perchoirs tous ceux qui font semblant d'aimer la République et de défendre les intérêts de la nation. Et donc cette conscience, elle est en train de véhiculer. Je suis conscient et je suis ravi parce que j'entends même des handicapés se dire mon colo congolais a soit conscience que ça, ce n'est pas normal. Et ça, cette conscience est en train d'acheminer petit à petit. Donc voilà, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Merci Eric Bissello. Pascal Oongé, bonjour, bienvenue. Merci Gisèle, merci, bonjour plutôt à Eric, bonjour également aux différents téléspectateurs. Je pense que la conscience, les Congolais en ont manifesté, et c'est pas aujourd'hui, je crois que au pire moment où on s'est rendu compte que les choses ne marchaient pas correctement au pays, il a fallu une certaine réaction de la population et on l'a fait. Je voulais fixer un peu l'opinion sur une question qui dérange les gens en termes de détournement. Je crois qu'Eric faisait allusion à ça, mais de manière un peu plus intelligente, en esquivant d'aborder la question directement. C'est en rapport avec les fameux détournements au niveau du ministère des Finances, avec un partenaire qui se nommerait Mike Kassenga. Et j'aimerais ici dire que ce n'est pas trop juste de s'attaquer au ministère des Finances pour cette question. Je pense que il faut plutôt chercher à savoir qu'est-ce que Mike Kassenga a réalisé sur ce qui a été convenu avant même que Nicolas Kazet ne soit ministre. Parce que le contrat a été signé depuis le 8 avril 2021. Et le ministre des Finances est ministre le 18 avril 2021. C'est comme ça que le gouvernement a été investi à l'Assemblée nationale. Et donc, il n'a su qu'exécuter ce qui a été, en tout cas, décidé à son temps. Et il faudrait aussi qu'on dise, les gens parlent de forage, mais après mes investigations, ce n'est pas des forages au sens de forage. Il s'agit des unités solaires de pompage et de traitement d'eau. Donc, ce qui est différent. Donc, vous pouvez avoir un cadre où on traite l'eau, mais avec possibilité de distribution d'eau. Donc, le prix, à ce moment-là, on ne peut pas l'évaluer comme si Pascal ferait son forage chez lui. Donc ici, c'est question de desservir un village ou deux villages à travers
de cette unité-là. Donc la différence à son niveau. Et ça vaut ce prix-là, comme c'est bon, pas un forage. Le prix ici, parce que je ne peux pas évaluer le prix par rapport à un petit forage que je ferais chez moi. Parce qu'ici, il s'agit des unités, n'est-ce pas, solaires, de distribution. C'est pratiquement différent d'un forage simple que chacun ferait chez lui pour que les gens viennent puiser d'eau chez lui. Voyez-vous, il y a une différence à ce moment-là. C'est comme qui dirait des petits régis des eaux qu'on a conçus pour installer dans chaque village. Okay. Voyez-vous? Donc c'est un peu différent. Donc c'est comme ça que je me réserve pas pour le prix, parce qu'il faut évaluer. Non, quand vous parlez des petits régis des eaux, le débat c'est autour de la somme, hein? La somme, le prix, le montant, voilà. La somme, oui, n'est-ce pas? Mais je refuse simplement on dise que comparable à un forage qu'un individu ferait chez lui. Ce prix-là, il est différent 5 000 $, ouais. de l'unité solaire, n'est-ce pas? De pompage et de traitement d'eau qu'on ferait. Voyez-vous? Parce que là, c'est plus élargi, plus étendu. Alors on a déterminé. Mais je ne peux pas donner un montant fixe parce que beaucoup d'enjeux entrent dedans. Le matériel qu'on importe, tout ce qu'on fait, le calcul faisant, à ce moment-là, on peut fixer le prix. Alors il n'y a pas de commentaire parce que vous ne savez pas donner les prix. Parce que le débat aujourd'hui, c'est autour du prix, c'est autour du montant, c'est autour du détournement. Est-ce que cette unité vaut ces prix-là? Pascal ne sait pas le dire, alors on passe à autre chose. Non, le débat n'est pas là. Ouais. Le débat aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un montant qui a été décaissé, n'est-ce pas? Et on dit substantiellement détourné. Le débat, c'est à son niveau. Et on donne le montant plus de 300 millions de dollars américains. Pour un forage. Non, ça c'est le prix global. Le forage, on dit à 200 quelque chose. Et c'est comme ça que je vous dis, parce que même lorsqu'on a engagé le débat sur ce prix-là, on a dit, non mais comment on peut taxer un forage à 200 alors que le forage se ferait à 10 000 à 15 000. Et c'est comme ça que je vous explique que ce n'est pas un forage normal comme chaque individu ferait chez lui. Ici, il s'agit des unités solaires de pompage et de traitement d'eau. C'est comme des petits régis des eaux. Qui valent 280 000 $ l'unité. Bon, là, tu dénatures un peu le débat. C'est pas le débat. Non, parce que la manière dont tu répliques la question, j'explique autant de fois et j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Ce n'est pas à moi de fixer le prix. Je vous explique que cette unité nécessite beaucoup d'argent qu'un petit forage qu'un individu ferait chez lui. Mon problème, c'est à son niveau. Le prix peut dépasser, peut aussi ne pas atteindre 200, mais ça ne peut pas être dans les 10 000, en toute réalité. Donc ça peut aller aussi dans les 100, dans les 50. Ça, c'est une estimation que je donne comme ça. Okay. Donc, c'est une manière de refuser qu'on ne donne pas l'impression comme si le projet était de faire des forages de type personnel que chacun fait chez lui. Non, le projet n'est pas celui-là. Et j'ai compris que beaucoup n'ont pas lu le projet. Moi, j'ai eu le temps de lire ne fût-ce que le projet et j'ai compris qu'il s'agit des unités solaires de pompage et de traitement d'eau. La différence à son niveau. Merci Pascal. S'il faut qu'on fasse le débat, on doit avoir le prix. C'est mieux qu'on s'interroge sur la réalisation du projet. Parce que le décaissement d'argent n'est que la conséquence du contrat signé. Et lorsqu'on décaisse, mais nous devons maintenant avoir le regard sur l'exécution de ce qui a été convenu dans le projet. À quelle puissance à son niveau? Parce que c'est depuis 2021, nous sommes en 2024 aujourd'hui, on est à quel niveau? C'est de cette manière qu'on peut engager un débat intelligent et les intellectuels peuvent discuter. Merci Pascal. Malheureusement, juste réagir. C'est pas un débat, mais c'est un débat, c'est un élément qui est l'actualité. C'est l'actualité, mais c'est un élément qui est capital. Et parce que je crois aussi que je ne suis pas d'accord avec les raisonnements de Pascal, parce que je vais vous dire pourquoi. Pour la simple raison que cette affaire transpire la corruption à plein nez. Le ministère du Développement rural a en son sein 2 offices. Office de voirie, des drainages, des routes rurales. ONACHR, Office national hydraulique rural, qui a la compétence et les capacités pour faire des forages, et il le fait, cet office, à travers notamment les partenariats avec l'UNICEF et des institutions internationales.
C'est-à-dire qu'ils ont l'expertise. Cette eau-là qu'ils ont fait chez Roubota, là-bas, par exemple, au Vira et compagnie, les Congolais ne le boivent pas. Parce qu'avant de le boire, il y a l'analyse. La question et la finalité, c'est que les Congolais aient accès à l'eau. Vous voulez nous dire ici que dans un pays qui manque de l'argent pour son armée, qui manque de l'argent pour faire des routes, qui manque de l'argent pour soigner les Congolais, pour payer les fonctionnaires, on peut se permettre de construire des forages à 280 000 $, un forage en disant que ce sont des forages industriels. Mais ça n'existait pas, des forages industriels. Mais c'est pour desservir de l'eau à cette population. J'arrive à dire, oui, mais pourquoi alors ne pas s'adresser à l'office qui emploie des milliers de Congolais, mais donc qui ne bénéficie pas des frais de fonctionnement? Depuis 2020, cet office existe. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Mais on arrive depuis 2027 2020. Ouais. Depuis 2020, il existe cet office. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Mais on arrive à sortir 300 millions pour un individu qui n'a aucune expertise. Steven Konsou n'a aucune expertise dans le forage. Comprenons cela. Alors que nous avons, parce qu'en achetant les matériels pour les offices, on a la garantie que les Congolais auraient l'expertise, pourraient faire autant de forages qu'ils le voudraient, puisqu'ils ont déjà les matériels et ils ont les personnels qui sont payés par l'État. Alors pourquoi aller payer à une entreprise privée autant d'argent, donc qui n'a aucune expertise ni expérience? Ça dépasse complètement l'entendement. On a beau mentir, beau dire, tous ces gens-là sont mouillés. La corruption, ça se sent à plein nez. Même un idiot qui descend de bus, il dit, ah, bon, je vais sauter. On est quand même un peu plus intelligent que ça. Merci. Oui, mais moi, je pense que nous portons trop de jugements, même lorsque on ne maîtrise pas tout. Vous pensez que c'est des leaks et des îlots comme ça, aucune expertise, et puis on donne un contrat, un tel marché, à une société qui n'a pas l'expertise sur la question. Oui, je pense que c'est pas possible. Non, c'est possible. Tout Steven n'a aucune expertise des parties associées avec une autre société pour pouvoir avoir l'expertise sur la construction des forages. Mais ça s'est fait. Mais non, vous venez chercher un marché, vous êtes... Et déjà, comment ça s'est fait le passation de marché? On va commencer par là, pour dire que ça sent l'escroquerie en plein nez et les détournements d'argent. Comment ça s'est fait? Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ça s'est fait en catimini. Ça s'est fait en secret. Vous n'avez pas aucune expertise, vous venez de solliciter un marché. Mais je vais vous dire encore mieux. L'investissement de Steven Construct, c'est après avoir signé le contrat pour acquérir des matériels. On n'arrive même pas à 100 000 $ d'investissement. 100 000 $. Ça veut dire acheter le matériel. Et ces matériels sont où? Dans le ferme des Amis d'Achature. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est là la pertinence même de la question. Excusez-moi. Oui. C'est là la pertinence de la question. Et voilà. Maintenant, le regard, comme vous l'aviez dégagé maintenant, c'est vers le ministère du Développement Rural. Ouais. Mais les finances n'a subi que la conséquence du contrat qui a été signé. Les finances, c'est comme ça aujourd'hui, ils auraient dû le faire avant. C'est comme ça que je dis. Le débat n'a pas été bien engagé. Parce que on a biaisé l'analyse, parce qu'on partirait de cet élément que Eric vient de donner, commencer par démontrer que le ministère du Développement Rural n'aurait pas dû faire ça. Et c'est au finish, c'est en aval qu'on peut aborder maintenant la question des finances. Mais nous avons inversé. Les finances a décaissé facilement. Non, les finances a décaissé parce que le contrat a exaucé, le contrat provenait d'un autre ministère qui a travaillé en intelligence avec l'ensemble du gouvernement. Donc le ministère des Finances n'avait pas le choix que de décaisser. Mais le problème c'est, d'abord au départ, à la conception du projet... Kazali ne décaisse pas facilement l'argent. Non, il ne décaisse même pour payer les fonctionnaires, il ne les décaisse pas. Alors imaginons pour faire payer quelque chose qui est imaginaire et qui ne repose sur 300 millions de toutes les façons, Pascal 300 millions de dollars, mon frère. 300 millions de dollars. Eric, je n'encourage pas... Non. Qu'on ne donne pas l'impression que... La justice s'en est saisie, non? Alors on laisse la justice faire son travail. Non, c'est pas, ça ne nous interdit pas d'analyser. Je ne peux pas encourager. Citoyen, il faut avoir je ne peux pas encourager les changer les mœurs. Moi, je ne le ferai pas. Mais ici, j'ai essayé de démontrer simplement que... Oui, ça peut créer débat, on peut analyse. Oui. Une analyse intellectuelle pouvait partirait d'abord du ministère du Développement Rural. Et avec une certaine objectivité dans la lecture du contrat. Parce qu'il ne s'agit pas de forages simples, il s'agit ici des unités solaires, de pompage et de traitement d'eau. Maintenant, vous avez insisté sur le prix. Ouais. C'est à ce moment-là que le débat intelligent interviendrait pour dire ces unités méritent quel prix par exemple. Mais on nous pompe des éléments comme ça et puis la société s'est embarquée
Bon, c'est là où je dis, ça n'a pas été sérieux. Et moi, je m'oppose à cette manière de faire. Pascal. J'ai l'impression comme s'il y a eu intention, n'est-ce pas, d'éterniser l'image de qui. Merci, parce que je ne fais pas aligner des sujets, hein, mais nous avons quand même parlé de ça. Passons au sujet aligné. Le sujet du jour, c'est la formation du gouvernement. Avec cette révélation, j'ai lu les médias ce matin, notamment Scoop RDC, les autorités et chefs des partis politiques, autorités morales, mettent Julie Simine en difficulté. C'est-à-dire que les chefs des partis politiques ne vont pas font partir du gouvernement, alors ils proposent à la place les cousins, les filles. Un commentaire par rapport à ça? Bon, Gisèle, nous ne sommes pas sérieux. Nous, les Congolais en général, nous ne sommes pas sérieux. On ne comprend pas qu'il s'agit de l'État, il s'agit du pays, nous avons des urgences, nous avons des défis. Les gens nous embrouillent, les gens nous distraient inutilement. Ce n'est pas sérieux. Oui, cette mesure, cette décision de la Première ministre de ne pas voir les chefs de partis politiques occuper plutôt les sièges des ministères, c'est une très bonne chose. Mais le mal, c'est, comme vous aviez dit, les mêmes proposent leurs enfants. La même opération, nous la vivons lorsque nous allons aux élections. Qui est le premier suppléant de ces chefs de partis politiques? Si ce n'est pas sa femme, c'est ses enfants. Nous devons être sérieux. Vous-même, vous êtes député, candidat député national. Vous-même, vous êtes candidat député provincial. Vous-même, vous êtes candidat sénateur. Vous-même, vous êtes candidat gouverneur. Et vous-même, vous voulez aller au gouvernement. C'est les mêmes. Sur base de quoi? Les mêmes en question. Par le passé, ils ont occupé des fonctions. Posons-nous la question. Le prévalu, c'est à quel niveau? La vie des Congolais a changé quand? En vertu de quoi nous devons encore nous référer à eux? Pourquoi on ne peut pas chercher de nouvelles énergies aujourd'hui? C'est là l'enjeu. Or, actuellement, nous avons deux questions majeures à résoudre au pays. La question de la sécurité et la question économique. Sur l'économie, j'imagine, parce que je prends par exemple l'Union sacrée, mais c'est les mêmes qui ont été ministres de l'économie, Bahati a été en économie, Kamera a été en économie, Jean-Lucien Boussa pratiquement l'économie parce qu'il s'agit de commerce extérieur. Vous allez me citer qui? Qui peut encore prévaloir aujourd'hui, venir nous donner l'impression qu'une fois là, il va faire mieux? Qui? Voilà pourquoi nous devons pousser de façon que la Première ministre ne cède pas. Nous avons vu à son temps le Premier ministre Gizenga. Lorsqu'il avait pris une position contre un ministre, on avait aligné, on a aligné un ministre, un nom qui n'existait pas, où la personne était déjà décédée. Et lorsqu'on arrive, il dit non, moi je veux seulement voir la personne. Mais c'était le ridicule pour la personne qui avait aligné. Je crois que c'est ici Kissi Bangoy, c'est lui qui avait aligné dans le cadre de son parti politique à son temps. Et donc, moi je pense ici qu'il faut saluer cette initiative de la Première ministre, il faut l'encourager et nous devons décourager cette fois-là ces chefs de partis politiques qui veulent aligner leurs femmes, leurs cousins, leurs trucs, comme vous avez énuméré, du fait simplement qu'eux ne seront pas là, voudraient que leurs enfants occupent les fonctions. Est-ce qu'ils sont capables de gérer la nation, ces enfants-là? Je termine par là parce que je sais qu'Éric va enrichir la pensée. La population vous fait le choix, vous accepte, vous envoyez comme député national. Vous mettez votre fils, que la population n'a pas accepté, n'a pas envoyé. Vous allez au gouvernement, votre fils qui n'a pas le lien direct avec la population, il est député. Il représente qui? Au Sénat, vous n'irez pas. Mais vous êtes candidat, vous êtes élu sénateur. Vous laissez votre oncle, parce qu'il était votre suppléant. Votre oncle avec la population, aucun lien. Il représente qui? Il y a des cas comme ça, et nous devons bien réfléchir et dire non, refuser. Est-ce qu'on ne peut pas prendre par exemple une loi, dire que? Malheureusement, la loi ne se prendra que.
au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont eux qui vont décider. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un membre de votre famille direct comme premier suppléant. Merci Pascal. Alors, c'est pas parce qu'ils préviennent, Éric Bisselo, ils préviennent les déboulonnements, comment on appelle ça, les débauchages, et alors la trahison, et ils mettent leurs fils, leurs cousins et consorts. Mais c'est quoi ces termes-là, là, violent, la trahison? Parce qu'un principe, quelqu'un qui fait partie du gouvernement national n'a pas de devoir de loyauté à l'égard de son parti politique. C'est vrai, c'est comme ça que ça se perçoit. C'est comme ça qu'ils le disent. Mais je vois à quel point nous avons la tête à l'envers. Un parti politique est un fait privé. Vous avez lutté dans un parti politique, vous avez émergé, ou bien on vous étouffe. Lorsqu'ils n'ont pas le choix, vous émergez. Ils disent que non, pour montrer que vous êtes loyal, vous devrez voler pour nous. Pour montrer que vous êtes loyal, vous devrez rétribuer une partie de votre salaire chez nous, ou bien vous devrez prendre mes enfants pour montrer que vous êtes loyal. Non, ça c'est montrer la bêtise. Oui, c'est vrai, c'est une bonne mesure qui vient de prendre Mme Toulouka, mais malheureusement, c'est une goutte d'eau au regard des problématiques qui se posent entre les partis politiques et le gouvernement, ou bien l'Assemblée nationale, les institutions de la République. Tout d'abord, disons une chose, je regrette. Parce qu'il y est question aussi des lois, comme dit tout à fait Pascal. Je regrette que dans la réunion des ministres, il soit question des chiens, parce qu'on est encore dans cette emballe des chiens. On réfléchit comment prendre des mesures pour classifier ou bien interdire certains chiens de circuler, mais on ne réfléchit pas comment interdire quelqu'un de compétir comme député provincial, député national, parce qu'il y a quelque part une forme d'incompatibilité. Il ne pourra pas assister à ce deux cumuls. On ne peut pas être en même temps député national et sénateur. C'est évident. Il faudra alors dans ce cas-là choisir. Mais si vous partez déjà en tant que candidat député, de facto, si vous n'êtes pas élu, ok, allez comme sénateur. Mais une fois que vous êtes élu, normalement votre candidature ne devrait pas être retenue en tant que sénateur. Un point trait. Nous revenons juste à dire aussi, ceux qui ont été élus comme députés nationaux, on dit à la première ministre, ils n'ont plus rien à faire au gouvernement. Parce que c'était ça, c'est le contrat qu'ils ont établi avec la population, dire, va parler en notre nom, va défendre nos intérêts. Et cet homme-là, cette femme-là, a fait cette campagne dans cet objectif. C'est la confiance. Et après, vous vous étonnez que la population n'a plus confiance aux politiques. Oui, nous sommes des menteurs. Vous voulez dire, je vais parler pour vous, je vais défendre vos intérêts, je vois comment vous souffrez. Mais arrivé là-bas, tu dis non, je vais aller au gouvernement, finalement. Non. Il faut quand même une dose. On doit quand même, je ne sais pas, à un moment, on est des intellectuels. Oui, il y a eu des abus, mais les abus ne devraient pas devenir une règle. Nous ne devons pas rester dans l'obscurité en espérant qu'un jour, Dieu descendra du ciel et va nous montrer le chemin. Il suffit de regarder les autres nations, nous comprenons que le chemin est clair et balisé. C'est un non-sens. Candidat député provincial, candidat député national, candidat sénateur, il veut être au gouvernement, il veut, tu verras même, il veut être gouverneur de la ville. Mais c'est quoi cette folie? Et tout cela, tu verras que derrière, effectivement, il a laissé sa femme comme suppléante, il a laissé son fils, il a laissé son beau-fils, il a laissé comme suppléant. En fait, il leur trouve du travail. Alors, que doit faire la Première ministre face à ces listes rejetées carrément? Vu qu'elle est la chef du gouvernement, je pense que dans la réflexion des propositions, des projets de loi, parce que le gouvernement porte le projet de loi, dans la réflexion des projets de loi, on devrait limiter les candidatures au sein dans les démarches politiques. Soit vous êtes candidat député, une fois que vous avez réussi, vous n'avez plus le droit à compétir aux autres débats. Et de deux, il est bien, c'est vrai, j'appuie, il faut quand même écarter ces visages que nous en avons marre de voir. Ils sont sympas, ils sont, j'allais dire intelligents, mais ça serait bien même ceux qui ont bien travaillé. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que c'est une carrière? Non, politique, ce n'est pas une carrière. Le gouvernement n'est pas une carrière. Vous faites un mandat, le mandat est terminé, et la solidarité gouvernement veut qu'on évalue le gouvernement dans son entièreté. Après, de manière interne, ils peuvent s'évaluer automatiquement ou de manière individuelle. Mais globalement, c'est le gouvernement. Est-ce que ce gouvernement réussit? Demandez, faites un sondage juste dans votre réussite. Vous verrez que 99,9% va dire non, ce gouvernement a échoué. Le 0,01 va venir de la bouche du commentateur qui va mettre un bémol.
C'est tout. C'est-à-dire 100% des gens qui dans la rue subissent effectivement cette violation du contrat social entre les gouvernants, la politique et les citoyens. Donc, c'est un échec total. Si nous devons voir des signes positifs, ce sont des signes qui amènent la société vers les rails, vers le bon sens, vers la République, vers un peu de considération à l'égard de la population. Et qu'il n'y a pas une classe d'élite. On n'est pas dans une monarchie où une classe doit se distinguer. C'est toujours eux. Vous allez à INSS, c'est leur famille. Vous allez à RVA, ils sont là des pères au fils. Et vous allez... Mais non. Mais non, c'est pas ça. C'est pas possible. Ah, merci, voilà. Merci Éric Bussé. Alors, nous serons à l'Assemblée provinciale, Pascal, avec vous, où il y a eu l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, mais c'était sous forte tension. Hein, l'absence même du président du bureau provisoire, Mbokoso, qui n'était pas là. Lévi Mbouta a été élu, 23 voix sur 43 votants. Alors, est-ce que cette élection a une valeur juridique? Parce que j'ai dit, c'est ce qui a dénoncé même le président du bureau d'âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux revenir, mais je glisse un peu un mot par rapport à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est intéressant qu'on revienne à l'ancienne loi qui consistait à dire qu'une fois qu'un député va au gouvernement, ne peut plus revenir à l'Assemblée nationale. Je pense que c'était une bonne mesure. Mais aujourd'hui, on dit, ils se sont protégés entre eux, ils ont dit, vous allez au gouvernement, vous pouvez revenir lorsque vous n'êtes plus membre du gouvernement. Et là, vous voyez, ils vont, ils y rentrent, comme si la République était pour eux simplement. Alors, si vous allez, vous perdez, et vous quittez le gouvernement, vous ne serez plus revenir à l'Assemblée nationale, je crois que ce sera une bonne chose. C'est l'ancienne loi. Et ils ont retouché, et puis ils ont changé beaucoup de choses. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'avais d'abord suivi le point de vue d'Mbonkoso, le président du bureau d'âge, avant l'organisation des élections. Il lui avait souhaité que cette élection s'organise au courant de la semaine. Il a prétexté la question d'argent, et moi-même je me suis opposé parce que pour l'élection des gouverneurs, de sénateurs, de bureaux définitifs des assemblées nationales comme provinciales, ça ne nécessite pas l'argent, parce qu'on peut prendre le papier duplicateur et puis on fait l'élection. Parce qu'on est en face des 4-5 députés. Il faut faciliter les choses. Le pays a besoin d'argent. On ne peut pas lapider plus de 100 000, plus de 200 000 pour une élection où vous savez que vous connaissez, vous n'êtes qu'à 4-5, question d'écrire et puis c'est tout, on proclame que c'est lui qui est élu. Donc le prétexte d'un bon cause n'était pas fondé. Et c'est ce qui a justifié qu'il ne soit pas présent lors du vote. Mais la question, l'autre question, c'est que à partir du moment où c'est lui que la loi reconnaît comme président pour organiser l'élection du bureau définitif, soit absent lors de l'élection, cette élection peut-elle être validée? C'est cette question, même la grande. C'est une question pertinente. Je crois, Éric, c'est un juriste. Il pourra nous aider avec certains éléments. Mais je pense que c'est déjà mal parti. Parce que nous aurons des contestations. On risquera de saisir, je ne sais pas, le Conseil d'État ou quelle instance, pour qu'on apprécie la procédure et trancher si on doit valider l'élection ou l'annuler pour la réorganiser. Donc, on est à ce stade, mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais sert à quoi? L'Assemblée provinciale de Kinshasa, je réfléchis ensemble avec les Kinois. Cette Assemblée nous sert à quoi? Oh. Mais c'est pas la Là, première vous allez fois. vous poser cette question. Mais parce que Kinshasa est toutes toujours les dans ces autres conditions. assemblées. Aucun bon contrôle sérieux ou efficient auprès des gouverneurs. Tout le monde a décrié la mégestion de l'actuel gouverneur qui sort. Mais il n'a jamais été contrôlé par l'Assemblée provinciale. Alors, nous allons revenir sur ce Non, c'est très important. Et tant qu'Éric répond d'abord sur la valeur juridique, voilà. vous allez revenir Donc, sur ça. Ouais. je ne sais pas faire confiance à cette Assemblée provinciale. Alors, la valeur, est-ce que cette élection a une valeur juridique? C'est une bonne question parce qu'en fait, il y a des éléments qui laissent sujet à caution. Parce que le financement, malgré qu'effectivement,
Nous devrons réfléchir en termes de financement, combien d'être déposé. Mais là, en l'espèce, le financement a été opéré. Qui a financé? C'est celui qui a l'argent, qui a le contrôle. Il y aurait eu certains opérateurs économiques, c'est-à-dire vacambistes. Il y aurait eu certaines personnes, une main noire qui aurait financé ces élections. Il y aurait eu même un député provincial invalidé par le Conseil d'État qui aurait participé au vote. Wow. Cela rend de manière tout à fait dérisoire cette mascarade juridiquement. Il y a des éléments qui ne trompent pas. Mais j'ai l'impression qu'à certains niveaux, à un quelconque niveau, des politiciens pensent que c'est notre tour, on est arrivé, nous sommes l'alpha oméga, nous pouvons tout faire, d'ailleurs c'est notre pouvoir. Que dira la justice? On saura comment corrompre quelques-uns qui nous fragilisent, qui voudraient remettre en question. Donc, et puis ils vont dire par une certaine hypocrisie que c'est pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des Quinois qui veulent aller vite. On ne va pas vite en foulant sur le pied ce qui est censé nous protéger, c'est-à-dire donner des normes, des principes d'égalité et de la légalité. C'est un principe qu'on ne peut pas bafouer dans une institution de la République. L'Assemblée provinciale a longtemps échoué, effectivement, comme l'a dit. Si elle a échoué, ce n'est pas parce que l'État n'a capacité de faire son travail, elle a été corrompue. Le président de l'Assemblée provinciale, le fameux pasteur corrompu par le gouverneur, il se comportait en copain-copine, il pensait qu'il gérait les choses de manière obscure, l'un payait tantôt le légit par l'autre, l'un disait que c'était le meilleur gouverneur, mais une fois que le gouverneur ne voulait plus honorer ses factures, il est devenu l'homme à abattre. Mais l'autre, tellement il a été lui-même corrompu, il n'a pas d'argument en fait à lui opposer. Oui, on a assisté à une assemblée provinciale médiocre. Limite, on se demanderait pourquoi perdre autant de temps et d'énergie, de l'argent? Pourquoi est-ce que le chef d'État ne désigne pas juste le gouverneur? On revient à ces principes-là. Donc l'absence du président du bureau, c'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer ces élections juridiquement parlant. Le gouverneur est le représentant du chef d'État. En principe, s'il représente le gouvernement central dans la province, on devrait être un nommé. Comme ça, ces actions seraient imputées directement au gouvernement central. Parce que là, c'est une mascarade qui se passe. Et il n'y a pas que le problème dans le gouvernement, dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, même les autres assemblées. Une forme de mascarade. J'ai l'impression aussi qu'on parle de Kinshasa parce que nous sommes là, mais de l'autre côté, là-bas, c'est terrible ce qui se passe. C'est des chaos, c'est ça, c'est des tentatives, c'est des menaces, c'est des extorsions. On n'est pas dans une république, c'est une république bananière. Et on a beau dire, mais on est quand même, on est censé avoir une autorité qui est censée réguler. Nous sommes censés avoir, la police ne prend pas de repos. La police ou bien les services de renseignement ne fonctionnent pas au gré des élections. Ils sont là censés être constants, l'armée censée être constante, la police censée être constante. Voilà, c'est ça. Alors, on retient quoi de l'organisation de cette élection? Ça n'a pas de valeur juridique. J'espère que la justice annulera cette décision et qu'on organisera quelque chose de beaucoup plus rationnel. On va reprendre avec beaucoup plus rationnel. L'organisation. Voilà. Alors, Pascal, 23 voix sur 43. Alors, la majorité, c'est l'Union sacrée là-bas à l'Assemblée provinciale. 23, la moitié de 23, c'est combien? Et 23 voix, c'est au-delà de la moitié de 43. Mais c'est pas aussi juste milieu là. Ça démontre qu'il y a un problème aussi au sein de l'Union sacrée. Non, mais tous les candidats, les candidats sont aussi de l'Union sacrée. Autant les électeurs, autant les candidats. Donc, on aurait pu avoir peut-être 40 voix. Non, mais chacun peut faire son choix sur la personne qu'il estime être sérieuse, c'est tout. Il y a eu un mot d'ordre. Non, un mot d'ordre ne veut pas dire que c'est parce que nous sommes de l'Union sacrée, donc obligatoirement nous devons nous aligner derrière une personne. À partir du moment où tous les candidats sont aussi de l'Union sacrée. À chacun de faire le choix. Mais tous les candidats étaient de l'Union sacrée. Tout le monde est de l'Union sacrée, oui. Qui est de l'opposition. Alors maintenant le problème c'est moi, je ne fais plus confiance à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. N'apportera rien, n'apportera aucun changement. Il y avait un bon élan au début, 2017, lorsqu'on sortait des élections de 2006. Malheureusement, le jeune qui avait pris l'élan a été assassiné, éliminé, Boteti. Et tous les députés ont eu peur. Alors, il y a l'autre qui va chercher à sortir la tête, tout ça, on va également l'éliminer, Gangale. Et depuis lors,
Tout le monde a croisé les bras avec peur jusqu'en 2018. Là, ils étaient avec Kimbuta. Kimbuta est parti. Ngobila entre. On a eu l'impression que c'était une autre chambre que Ngobila gérait. Jamais entendre la voix d'un député contre la mégestion de la ville par le gouverneur. Jamais, mais pas une fois. Aucune interpellation. Et pourtant, chacun voyait comment la ville était mal gérée. Et nous sommes aujourd'hui. Alors, moi, je suis face à une telle assemblée provinciale. Vous pensez que je peux dégager une lecture d'espoir? Ils vont faire quoi? Ils vont contrôler avec efficience le gouverneur? Ils vont me produire quoi? C'est une formalité. Et d'ailleurs, je ne fais pas confiance, aucune attente, n'est-ce pas? Si on engage le débat, c'est parce que simplement, ils existent. Parce qu'ils illuminent le néant. Ils existent. Déjà, nous engageons le débat. Mais un débat qui ne nous apportera rien parce que leur travail ne sera pas conséquent. Il ne fera pas leur travail. Le gouverneur fera tout ce qu'il voudra. Et en même temps, les Quinois continueront à déplorer la mégestion. À condition qu'on ait cette fois-là un gouverneur qui pourra cette fois-là se débarquer, sinon se distinguer des autres, d'Ngobila et de Kimbuta, qui ont su maîtriser l'Assemblée provinciale. Alors, le débat, c'est aussi par rapport à... Je reste encore dans le nombre de voix, hein, parce qu'à l'Assemblée nationale aussi, semble-t-il, ils vont en ordre dispersé, et il y a beaucoup de candidats, ils iront. De l'Union sacrée, il y a aussi risque, hein, parce que là, au moins, on a eu 23 voix. Il y a l'Assemblée nationale, il y a aussi le gouvernorat de la ville, l'Union sacrée, ils sont nombreux. Il n'y a pas aussi risque qu'on ait la surprise d'Adam Bombole comme c'était l'autre fois. Non, non, là, je complète. La surprise d'Adam Bombole, c'est différent. Puisqu'Adam Bombole était de la tendance de l'opposition. Kimbuta était d'une autre tendance. Mais il était majoritaire cette opposition. Mais à ce stade, n'est-ce pas, tous sont d'une même tendance. Qu'Éric soit élu, que Pascal soit élu, peu importe, du fait que nous sommes d'une même famille. Et de ce point de vue, vous n'allez pas conditionner les électeurs. L'appel que vous allez demander aux électeurs, c'est de faire le choix sur le meilleur. C'est tout. Mais vous n'allez pas dire obligatoirement voter tel, alors que l'autre aussi est de la même famille. C'est comme à l'Assemblée nationale. Prenez une décision en amont pour dire, là c'est la dictature malheureusement, vous n'aurez pas deux candidats, vous devez trouver un seul candidat. Nous sommes en démocratie, les ambitions doivent être exprimées. Mais on a vu des menaces aussi, vous la ville de Kinshasa, on a vu des menaces. Refusons ça. Oui, des menaces, si vous ne votez pas, vous serez... On n'est pas encore arrivé. Voilà, mais là avec ça, ça sent déjà qu'il y aurait... Ce qui est l'inconnu dans cette assemblée provinciale, c'est l'ACP de Ngobila, qui semble être écarté des ambitions de l'Union sacrée, mais qui résiste, qui a 9 députés, si je ne m'abuse, qui pourrait... Il a combien de députés? 9 députés. C'est déjà beaucoup. Donc c'est pas rien. Et c'est effectivement, vous avez question de vous poser, vous avez raison de vous poser la question, 23 sur 43, est-ce qu'on peut dire que c'est un raz-de-marée? Non, c'est-à-dire qu'il y a des lacunes, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, limite même, on peut même soupçonner des tricheries, puisque vraiment c'est trop limite. Mais ce qui laisse prétendre aussi également à l'Assemblée nationale, ne croyez pas que la majorité, la coalition qui s'est créée, ce sera une majorité ou une coalition automatique. Ça ne sera pas automatique. C'est-à-dire nous reviendrons dans le même travers où chacun qui s'estimera lésé parce qu'il y en a qui dit par exemple j'ai mérité le perchoir à l'Assemblée nationale, vous me le refusez, ok je vous laisse. On va vous regarder comment vous allez évoluer avec certaines dispositions législatives. Quand il faudra voter une loi, mais écoutez, là ce n'est pas d'intérêt national, mais les jeeps sont où? Les enveloppes sont où? Donc monnayable. Il faudra monnayer, il faudra calmer les ambitions, les ardeurs, les frustrations. C'est une réalité. Et c'est une réalité qui est née justement de ce compromis sale entre politiciens qui n'ont pas de vision, qui ne sont pas des hommes d'État, mais qui vivent leur propre ventre. L'union sacrée est l'enfant pauvre de la démocratie et de l'intelligence. C'est l'enfant né des ambitions des médiocres. Ce sont des véritables médiocres. Ceux qui ont déjà échoué dans le passé. Et qui disent que non, parce que nous sommes riches aujourd'hui, quand on nous voit, on a peur. Donc on nous apporte crédit
Nous sommes capables de financer un centre médical là, nous sommes capables de financer un pont là, nous sommes capables de faire arrêter un tel. Donc, fait que c'est une terreur qui fera qu'à un moment ou un autre, les Congolais sortiront de cette terreur. Et là, on ne verra pas l'Assemblée nationale, on ne verra même pas l'union sacrée, on verra le chef de l'État qui pose problème. C'est son union sacrée. Et on termine avec les propos du cardinal, parce que nous sommes déjà à la fin. Vous avez juste 8 minutes. Quand le cardinal dit que le gouvernement est en train d'armer les Wazalendo, les FDLR. Pascal, votre commentaire, parce qu'on en parle encore ce matin dans les médias. Pascal, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, le cardinal, c'est un homme qui mérite le respect de tout le monde. Et autant qu'il doit mériter le respect de tout le monde, lui aussi doit mesurer les propos qu'il doit tenir à chaque instant. Parce qu'il n'est pas un citoyen en dehors de son pays. C'est un citoyen congolais. Il maîtrise bien la politique. Qu'il dise, qu'il déplore la mégestion, tout ça, les détournements, tout ça, qu'il déplore, c'est son droit comme tout citoyen. Mais il y a une question qui, aujourd'hui, permet aux autres de trouver prétexte de tuer les Congolais. Armer les FDLR. Ça, je pense qu'il aurait dû d'abord réfléchir. Uniquement sur ça. Il fallait qu'il réfléchisse beaucoup. Ça, nous savons que si le Rwanda, depuis tous ces temps, trouve les raisons d'être chez nous, le prétexte a toujours été, bon, parce qu'il y a des FDLR, je vais les traquer, la RDC fait ceci, pour les FDLR, ainsi de suite. Et la conséquence, lorsqu'ils viennent, c'est nos frères et sœurs qui meurent. Et c'est ces fidèles qui meurent. Mais comment il peut mettre l'eau dans le moulin du Rwanda de cette manière? Bon, je ne sais pas si il veut imiter Malula, il veut imiter Tchaou, il veut imiter Mosengo, mais je pense qu'il faisait des choses avec modération, avec limite. Mais j'ai l'impression qu'il fait un peu de façon peu réfléchie. Excusez-moi le terme, que les gens m'excusent un peu, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu de façon peu réfléchie. Son propos ne devrait pas sortir de la bouche du cardinal. Qu'il dise ce qui ne va pas au pays, son droit comme tout le monde. Mais ça, c'est pas bon. Merci. Même s'il arrivait, par exemple, et que nous faisons ça, c'est que je n'affirme pas. Mais lui ne peut pas le dire à haute voix. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, entre nous, vous pouvez écrire une lettre au ministre de la Défense. Pourquoi ça? Pourquoi? Mais est-ce que... J'ai réfléchi, quand je l'ai écouté, je l'ai suivi, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je le dis toujours, j'ai conclu à chaque fois, lorsque nous abordons cette question, je les connais parfaitement. Il a été l'évêque de mon diocèse. J'ai toujours dit, vous ne verrez pas quelqu'un d'école venir ici, du diocèse d'école, venir ici parler positivement du cardinal Ambongo, à son temps évêque Ambongo. Personne d'école. Et lui, là où il me suit, il sait. Merci Pascal. Et j'ai toujours défié tout le monde. Votre commentaire ça fait mal, ce propos ne devait pas sortir du cardinal. Je vais vous dire l'article 190 de la Constitution, nul ne peut, sous peine, nul ne peut, j'ai bien dit nul ne peut, pas même le gouvernement central, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. C'est la Constitution de la République. Est-ce que sa Constitution a prévu d'exclure le gouvernement central? Non. Ça, c'est de l'autruche, c'est ce que nous faisons là. Le problème avec la République démocratique du Congo, c'est que ça fait plus de 20 ans, 25 ans, que l'armée n'est pas attractive. L'armée ne sait pas comment appeler les compatriotes qui n'ont rien à faire, les jeunes qui n'ont rien à faire, de venir dire rejoignez les rangs de l'armée pour protéger la patrie. Mais il y a toujours eu des messages sur la chaîne nationale. Mais ça n'est pas attractif. Attractif, c'est-à-dire que la personne se sente, après réflexion, dire oui, ça en vaut la peine. Parce que venir mourir pour la patrie, c'est bon, oui. Mais quand on voit les généraux qui ne risquent pas de mourir du jour au lendemain pour la patrie, mais de venir de plus... Moi, j'ai lu le livre de Bemba. Et c'est ça que je suis en train de finaliser. C'est bizarre quand même, parce qu'il a cerné les mots dont souffrait l'armée zaïroise. Ce sont les mêmes choses qui se répètent avec l'armée congolaise. Pourquoi est-ce qu'il ne le voit pas?
Non, mais ce sont... C'est ce qui veut dire, ça ou bien le voir. Ça valait la peine pour le Bemba a certainement maîtrisé la chose de manière pertinente. Ça valait la peine pour le cardinal. Le cardinal, quand il dit ce qu'il dit, c'est un secret des polichinelles. On fait l'hypocrisie, dire ouais, il est devenu rendre vos soutiens. C'est un secret des polichinelles. Bizarrement, quand les Ouazélons ont commencé à attaquer l'armée rwandaise, moi j'avais le communicateur de l'Union sacrée venu dire oui, l'armée congolaise appuyée des Ouazalendo parce qu'ils bénéficient. C'est sorti de la bouche des communicateurs de l'Union sacrée. Bizarrement, après, ils ont remarqué que c'est interdit parce qu'on reprochait les actes commis par Ouazalendo au gouvernement de la République. On a dit, on va faire les distinguos, vous êtes des patriotes, évoluez comme bon vous semble. Non, soit nous l'informons, nous le faisons intégrer dans notre armée. Le problème n'est pas là-bas. Je comprends ce que vous voulez dire. On peut reprocher c'est un secret des politiques. Mais les FDLR, un Congolais ne peut pas tenir un tel propos. Nous devons quand même nous regarder et puis être sérieux nous-mêmes, non? Pour être sérieux, commençons à reformer l'armée. Donnons aux Congolais, surtout aux militaires qui vont mourir pour nous, une vie d'essence. Parce qu'ils ont une courte vie quand ils vont au front. Une vie d'essence, c'est-à-dire manger correctement. La question de l'armée dont vous évoquez, hein, oui. L'effort, en toute réalité, quelqu'un, parce que ce n'est pas une question d'aujourd'hui, l'effort que le pouvoir actuel, je vais citer la personne de Tshisekedi d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça, il n'y a pas de débat. J'ai parlé il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est ça j'ai dit que ça fait plus de 20 d'années. On ne peut pas tenir un propos comme qui relaye le propos du Rwanda ici en République de encore qu'on ait l'idée. C'est qui nous concerne tous. Et de l'actualité, il faut se projeter. Et ça appartient, c'est pas une question de régime Tshisekedi. Nous pouvons critiquer notre armée, c'est nous, c'est normal. Nous pouvons, mais pourtant c'est une épine dans notre pied. On ne peut pas dire les choses de cette manière-là. C'est une épine. Pourquoi vous ne serez pas condamné le cardinal? Il a mal dit. Je ne suis pas un tribunal, je le condamne pourquoi? Voilà, merci. Je respecte la liberté d'opinion conformément à la Constitution. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je permettais que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous. C'est la liberté d'opinion et de conscience. Il faut respecter cela. Moi, je ne suis pas de la majorité, donc c'est pas parce que quelqu'un critique, je veux dire, il a tort. Non. Il critique parce qu'il exerce son liberté. Maintenant, s'il viole la loi, moi, c'est la conscience, c'est avec la loi. Si vous avez un problème avec la violation de la loi, mais vous connaissez sous le coup de la sanction, mais votre liberté d'expression... Merci Eric Bisselo. L'émission est finie. Merci à vous. Merci Pascal Orondje. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique, Rité Tubilando, Marité Godot, Moron Zambé, Aneka Bongo, Dieu Kifou. Merci au coach Doudou Montieri. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.